Donc du coup, on va commencer par raconter une petite histoire tirée du livre afin de se mettre en bouche, de présenter la problématique du livre, donc en gros essayer de comprendre pourquoi le bouquin est intéressant quand même, et afin d'attirer le chaland. Euh... petite histoire. Donc lors d'une conférence donnée par Samaris, une femme, et donc pas n'importe laquelle, puisqu'elle a été nommée depuis la conférence membre du conseil de bioéthique, et c'est l'une des 13 personnes qui allaient conseiller Obama sur les questions éthiques liées à la science. Donc c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est censé être qualifié sur les questions morales. Et donc voilà. Et donc cette femme assiste à la conférence de Samaris. Et après la conférence, Samaris, qui avait parlé des talibans, et il disait un truc du genre que tu maximises pas forcément le bien-être humain en forçant la moitié de la population à vivre dans des sacs, il disait. Et son interlocutrice lui demande qu'est-ce qui vous fait croire que la science saura un jour démontrer que forcer les femmes à porter la burqa, c'est mal. Donc la burqa, c'est la tenue complète avec juste le trou pour les yeux. Et Samaris s'est dit, eh bien parce que je pense que quand je dis c'est mal ou c'est bien, en fait, je pense à est-ce que ça maximise le bien-être, en fait. Et son interlocutrice dit, ok, mais ça c'est votre opinion, ça c'est issu de votre culture. Et Samaris il fait ok. Simplifions le débat. Si par exemple on trouvait quelque part une tribu dont le rite était d'arracher les yeux de chaque 3e nouveau-né, ne diriez-vous pas alors que ce qu'ils font n'est pas moral? Et là son interlocutrice a dit, en fait ça dépendrait de pourquoi ils arrachent les yeux. Et là Samaris, après une longue pause de stupéfaction, donc il dit, le temps de remettre mes sourcils à leur hauteur normale. J'aime beaucoup cette phrase. Il lui répond, disons que dans leur livre sacré, c'était marqué, entre guillemets, le 3e marchera dans les ténèbres. Voilà. Disons que c'est ça la raison. et son interlocutrice répond, ok, dans ce cas, vous ne pourriez alors jamais dire que ce n'est pas moral. Voilà. Et donc là, on va faire The Moral Landscape de Samaris. Voilà. Est-ce que t'as bien aimé l'entrée en matière? En fait, ça soulève déjà pas mal de débats. Et en fait, ça illustre le thème du bouquin, quoi, en fait. Ouais, franchement, ça me plaît. En fait, déjà, le thème du bouquin, je trouve, ça me plaît parce que, en fait, je pense qu'il y a des questionnements moraux et des valeurs morales qui sous-tendent pas mal de nos décisions, soit à titre individuel, soit à titre étatique, tu vois. Enfin, à différentes échelles. Et en fait, c'est ça, genre, et en fait, il y a plein de choses, en gros, donc, il y a plein de décisions qui sont drivées par des prises de position morales sans réellement être affichées comme telles, tu vois, d'une part. Et d'autre part, il y a plein de prises de position morales qui je trouve, on remet jamais réellement en question et on réfléchit jamais réellement à leur pertinence ou non. Ouais, exactement. Ouais. C'est vachement bien que tu dises ça parce que je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un livre, c'est l'épisode 11, c'était The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Et en fait, le livre est super bien, hein, mais en fait, justement, il peut laisser un peu sur sa faim, en fait. Et c'est par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est pour ça que, en fait, le livre de Samaris va servir de complément. Parce qu'en fait, le livre de Jonathan Haidt, pour un peu comprendre, parce que c'est un projet un peu différent de Samaris, le livre de Jonathan Haidt, c'était, il essaye de comprendre pourquoi dans certaines cultures, certaines tribus, certaines choses a priori anodines, tu vois, typiquement, genre, je sais pas manger de la main gauche, c'est quelque chose que les gens vont considérer comme du domaine de la moralité, en fait. Voilà. Il y a même un moment marquant où Jonathan Haidt, il interroge les gens sur pourquoi c'est mal de coucher avec sa sœur. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Il explique qu'il y a un contraceptif là dans le cas en question, que personne d'autre n'est au courant que le frère et la sœur. Et il dit à la fin, la relation frère et sœur, dans ce cas précis, elle est renforcée, tu vois. Il raconte ça comme histoire, et je sais pas si tu te souviens, il analysait les réponses des gens à cette question, et il avait constaté que les réponses étaient très incohérentes, et en fait, on avait surtout l'impression que les gens connaissaient la réponse, donc savaient que c'était mal, mais savaient pas pourquoi, et essayaient d'inventer une raison sur le coup pour expliquer pourquoi c'était mal. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, voilà, ce livre, ça va être un peu le complément à Jonathan Haidt, le livre de Samaris, parce que c'est un livre qui va se proposer de démontrer, au contraire, scientifiquement, que la morale peut être issue, de propositions scientifiques plutôt que de sentiments. Le livre de Jonathan Haidt, il partait du principe que si t'as une ethnie quelque part sur une île dans le Pacifique
qui mangent des enfants, genre c'est leur tradition, et ils trouvent ça moral de manger des enfants, et ils trouvent ça amoral de pas les manger. Finalement, le livre de Jonathan Haidt, il donnait pas les armes pour expliquer pourquoi c'est pas bien de faire ça, tu vois. Tu vois, si tu te souviens, il disait, bah, juste, il considère que c'est moral, et tant pis, quoi. Et là, Samaris, on peut considérer ce livre comme un complément, dans le sens où, voilà, il va t'expliquer que la morale, ça se démontre, en fait. Scientifiquement. Et oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, moi, si ça se démontre ou pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse parce que je trouve ça quand même rassurant. Enfin, parce que je trouve que, genre, on aura tous des questions morales dans notre vie. Et genre, si t'es quelqu'un qui a un peu, qui se prend la tête, qui a tendance à se prendre la tête, etc., tu peux très rapidement te noyer dans un truc en fait, te perdre, quoi. Tu sais pas ce qui est bon réellement, ce qui est mauvais. T'arrives pas à prendre les bonnes décisions et t'as un côté rassurant de se dire, j'ai une forme de canevas scientifique pour pouvoir prendre des décisions morales. C'est vrai. Et c'est pas uniquement lié à genre mon propre raisonnement ou mon propre ressenti. Il y a une forme de démonstration que je peux déployer pour m'aider à prendre des décisions dans la vie, même à titre moral. Tu vois. C'est exactement le principe, ouais. Et c'est vrai que ça peut être accablant de se dire, en fait, c'est toujours, tout dépend de ce que je choisis. Enfin, tu vois, du coup, t'as peur de te tromper, tu vois, ou tu peux te flageller, te dire, en fait, je suis un connard, je suis amoral, enfin, tu vois. Et ça peut être rassurant de se dire, en fait, il y a une forme de vérité vraie dans certains cas, quoi. Et avant d'attaquer le livre, je voulais parler d'une autre clé qui est archi connue, en fait, mais je sais pas si toi tu connais, ça s'appelle la guillotine de Hume, je sais pas si tu connais. Je suis pas sûr. En gros, c'est un David Hume, c'est un philosophe écossais, donc vers 1700 là. Et en gros, c'est un gars qui t'explique que en fait, nos lois morales, c'est des axiomes, et donc que tu peux pas les démontrer scientifiquement. Donc, si tu prends les 10 commandements, tu peux pas démontrer scientifiquement que c'est pas bien de tromper sa femme. Et donc en gros, c'est mieux dit en anglais, mais c'est une proposition qui dit que tu peux pas déduire un être d'un devoir être. I cannot deduce is from ought, tu vois. Donc ça, c'est ce que lui il raconte. Et donc voilà, il dit en gros que tu peux décrire autant que tu veux le monde avec des faits, tu pourras jamais en déduire comment il devrait être. Voilà, tu peux pas faire cette déduction là. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup considèrent les 10 commandements comme divins, en fait, parce que tu peux pas les démontrer. Et je sais pas, si on, tu vois, par opposition, tu sais, quand tu dis tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, tu vois, ou en gros c'est déduit logiquement, enfin la conclusion est déduite logiquement de ce que tu as dit avant. Bah Hume, en fait, il explique que tu peux pas déduire logiquement une loi morale, voilà. Et du coup, Samaris se propose de challenger ça, en fait, tu vois. Voilà. Donc c'est son grand projet, c'est d'essayer de utiliser la science pour déduire ce qui est moral ou amoral. Et donc si on revient un peu à l'intro, en fait, Samaris, il explique qu'il a écrit ce livre pour lutter d'une part contre le relativisme moral, qui est quelque chose qu'on va trouver à gauche, que je vais expliquer, hein, et d'autre part contre le dogmatisme, qui est quelque chose qu'on va avoir tendance à trouver à droite, plutôt, que je vais expliquer. Donc le relativisme moral, voilà, qui est plutôt à gauche, c'est que en gros, ça va être les gens qui t'expliquent que toutes les cultures se valent sur tous les points, voilà. Donc même si tu noies des handicapés chaque jour pendant ton rite religieux, qui sommes-nous pour juger, tu vois. En gros, ça c'est le relativisme moral poussé à l'extrême. Tu vois. Et le dogmatisme, qui est plus à droite, c'est dire, c'est marqué comme ça dans mon bouquin religieux, ou la tradition veut ça, ou les lois c'est comme ça, donc on fait comme ça, point final, discussion close, tu vois. Et c'est un peu les deux côtés du spectre, tu vois. Et lui, il dit qu'il a écrit ce bouquin pour lutter contre ça. Donc il dit qu'il est possible d'avoir plus ou moins raison sur des questions morales, il va argumenter que des vérités morales existent. Et donc voilà, pour la petite intro. Et donc est-ce que tu es prêt à découvrir comment on démontre scientifiquement la morale ? Ouais, je suis prêt. Mais en plus, c'est vachement d'actualité, tu sais, avec tous les polémistes un peu à la télé, genre Zemmour et autres bolos, genre Pascal Praud, etc. Genre, c'est typiquement, il y a eu plein de polémiques qu'il y a eu à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias, liées à des prises de position un peu. Et je trouve que parfois, ces polémiques sont injustifiées parce que la prise de position n'est pas, il y a eu des fois où je me suis dit, c'est pas nécessairement une prise de position scandaleuse. Pourquoi on n'en discute pas calmement, tu vois? C'est clair. Et je pense et à chaque fois ça rentrait dans un de ces deux cas de figure, genre
soit c'était relativiste et la droite se scandalisait, soit c'était dogmatique et la gauche se scandalisait. Exactement. Et en fait, parfois, il y a un spectre, enfin, tu vois, ça peut se discuter, quoi. Ouais, exactement. Et, donc voilà, donc Samaris, là au tout début, il va aligner un certain nombre de propositions qui vont en fait nous paraître évidentes hein, quand on va les lire. Donc il dit, voilà, il rappelle que les dilemmes moraux, ça existe, donc ça c'est un fait. Est-ce que je sauve l'enfant qui se noie ou je tue Hitler, d'accord ? Ça c'est un dilemme moral. Et le fait que ces dilemmes existent et soient difficiles à résoudre, ça ne suggère en aucun cas que toutes les réponses se valent. Donc par exemple, si tu tues l'enfant et tu sauves Hitler, c'est pas optimal. Voilà. Et en fait, il donne l'exemple d'un gars qui se poserait la question, tiens donc, je me demande combien de personnes ont été piquées par un moustique durant la dernière heure. Donc voilà, il se pose cette question-là. Et il se dit, Samaris se dit, c'est pas parce que c'est une question difficile qu'il n'y a pas une réponse, d'une part. Hein, et d'autre part, c'est pas parce que c'est une question difficile qu'il n'y a pas des réponses moins cons que les autres. Donc par exemple, si tu dis que 1000 milliards de personnes ont été piquées par un moustique dans la dernière heure, bah, c'est un exemple de réponse con, vu qu'il n'y a que 7 milliards de personnes sur Terre. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première observation qu'on peut faire. C'est pas parce que la question est compliquée qu'il n'y a pas une bonne réponse et qu'il n'y a pas des réponses cons, en fait. Oui, c'est intéressant de dire ça parce que aussi ça induit la notion de c'est pas binaire en fait. C'est pas genre soit t'as faux, soit t'as raison. Exactement. Tu peux t'approcher de la vérité sans avoir totalement raison, mais t'as des réponses qui sont plus proches de la vérité que d'autres, tu vois. Ouais, voilà. Et je trouve, c'est ça, ouais. Et je trouve que apporter cette nuance, c'est intéressant, quoi. Genre, donc ça veut dire que déjà faire l'exercice de répondre à un truc compliqué, ça peut être pertinent. De un, et de deux, faire l'exercice de vouloir se rapprocher par petits pas de la vérité, c'est bien. Et le mec plus proche, il est quand même plus stylé que le mec loin, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais, bah ouais, c'est un peu le prémisse du bouquin. Ouais, t'as un peu compris. Et donc voilà, il rappelle aussi que parfois voilà, les réponses sont bonnes et mauvaises, mais en fonction du contexte. Donc tu vois, quand on te demande est-ce que c'est ok de mentir parfois, tu vois, les gens, il y a certaines personnes qui te disent bah c'est bien de mentir, mais ça dépend du contexte. Mais pour Samaris, c'est pas un problème. Il fait l'analogie avec les jeux d'échecs, où en général, tu sais, on dit c'est con de perdre ta reine, mais parfois ça peut être un super move de perdre ta reine. Enfin, certains pro-gamers vont sacrifier leur reine pour faire un truc, tu vois. Donc c'est pas parce que ça peut changer en fonction du contexte que ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça c'est un peu le deuxième postulat. Et voilà. Et aussi il y a un autre postulat qui est que parfois tout le monde ne sera pas d'accord. Voilà, c'est certaines personnes pourraient trouver ça moral de tuer et de violer le corps des victimes, mais il dit que bah puisqu'il existe des gens qui se trompent et qui pensent que le vaudou, l'homéopathie, l'astrologie, c'est de la physique, et ben quelque part, on peut entretenir l'idée que des gens se trompent sur la morale aussi, tu vois. Enfin, c'est pas impossible. Hein. Ouais. Voilà, il dit que selon lui, la morale n'est pas purement, donc j'insiste sur le purement, hein, un produit de l'évolution. Parce que si c'était le cas, nous, on passerait notre temps à donner notre sperme afin d'avoir un maximum d'enfants auxquels on ne doit rien. Et donc, selon Samaris, quand la religion s'approche de la bonne réponse morale, elle s'en approche par accident. Parce qu'il dit qu'on a plein d'exemples de type infanticide, excision, viol de cérémonie, qui sont toujours là, seulement car ils n'ont pas encore conduit à l'effondrement de la société qui les pratique, et c'est des pratiques religieuses. Voilà. Donc là, il a adressé un certain nombre de remarques classiques qu'on peut entendre chez les adeptes donc du relativisme moral à gauche ou du dogmatisme à droite. Et avant d'y aller, en fait, il dit, avant de se lancer dans le livre, il décrit deux situations. Donc, une première situation où tu es marié avec la plus aimante et la plus intelligente des personnes, tu as une carrière stimulante qui te récompense bien financièrement, donc ça c'est la première situation. Et la deuxième situation, c'est une situation où tu es une veuve au milieu d'une guerre civile et où ta fille se fait violer et démembrer devant tes yeux, voilà. Et il te dit, si tu ne penses pas que la première situation est plus souhaitable que la deuxième, en fait, rien dans ce livre ne pourra te faire changer d'avis. Voilà. Donc il dit, déjà, il y a un premier filtre. Si t'es pas d'accord avec ça, ça sert à rien de lire le livre. Voilà. Oui, en fait, c'est que, enfin, ce que je comprends, enfin, le sous-jacent derrière, c'est que il faut quand même se mettre d'accord un minimum sur ce qu'on considère comme étant souhaitable et ce qu'on se considère comme étant genre dangereux ou mauvais, quoi. Enfin, c'est genre ce que je comprends, c'est que tu peux pas avoir réellement de discussion constructive autour de la morale si t'as pas un minimum de overlap de
genre si t'as pas un minimum de points communs avec ton interlocuteur sur ce que tu considères comme étant souhaitable et non. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un truc qui va faire souvent, en fait, de passer par des extrêmes de bien et de mal, Ouais, pour essayer de se dire, bah, en fait, c'est évident que ces extrêmes-là, ils existent, et oui, donc que potentiellement, t'as envie de t'approcher de l'un et de t'éloigner de l'autre, tu vois. oui, Donc ça, c'est un truc qui va faire souvent. Donc la première question qui se pose, c'est existe-t-il une vérité morale? Donc voilà, il dit que la science devrait nous aider à pouvoir découvrir ce qu'on devrait faire et ce qu'on devrait vouloir afin de vivre la meilleure vie possible. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que il s'intéresse aux expériences des créatures conscientes. Donc quand il parle de créatures conscientes, il parle de nous, il parle des animaux, il parle d'éventuels extraterrestres qui seraient conscients, il parle même d'intelligence artificielle qu'on pourrait créer, dans le cas où elle serait consciente. Et donc, selon lui, l'expérience des êtres conscients, c'est la seule source de valeur morale possible. Parce qu'en fait, il demande quelle serait l'alternative. Bah, il nous challenge d'essayer d'imaginer une source de valeur morale qui n'a aucun rapport avec l'expérience de créatures conscientes. Après, il dit, c'est bon, vous l'avez. Et il dit, vous venez d'imaginer par définition la chose la moins intéressante de l'univers. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il relie forcément la morale à l'expérience de créatures conscientes. Si t'as pas de créature consciente, il dit que la morale, en fait, ça n'existe pas, en fait. ok. Tu vois un peu le truc? Je Ok. vois, je vois, mais enfin, j'essaie de voir. Peut-être qu'on avance, je verrai à quoi ça sert de dire ça. Yes. Bon, il va le répéter Ouais. assez de fois pour qu'on comprenne de toute façon. Donc son pote, là, Daniel Dennett, qui est, on rappelle, un des 4 cavaliers de l'apocalypse de l'athéisme. Donc on rappelle que Samaris est un des 4 cavaliers de l'apocalypse de l'athéisme, avec Dawkins et Hitchens. Donc Daniel Dennett va argumenter que, ok, il y a probablement un certain nombre de traits qu'on associe à la moralité qui sont issus de l'évolution. Donc comme punir les tricheurs, punir les infidélités amoureuses, récompenser la coopération. On peut entretenir l'idée que les tribus qui respectaient ce genre de loi vont surpasser les tribus qui les respectent pas. Hein, ça, on l'a déjà vu. Mais ça ne veut pas dire que l'évolution nous a façonnés pour vivre la vie au maximum de son enrichissement. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Après, l'évolution nous a façonné pour vivre, en gros, pour survivre le mieux possible et se reproduire le plus possible, quoi. C'est ça. Mais il y a Mais pas, enfin, il y a une notion, si je devais vulgariser, il y a une notion quantitative, mais il n'y a pas de notion qualitative, quoi. exactement. En Ouais, gros, bah, c'est bien résumé. Ouais. l'évolution, c'est très quanti, quoi. C'est genre, C'est ça. Ouais. tu dois être là le plus longtemps possible et le plus nombreux possible, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Mais il y a pas une notion de ce qu'il dit par l'enrichissement. Il y a pas une notion de, en gros, le moment où t'es là, est-ce que t'es content ou pas, ça, on s'en fout, en fait, limite. C'est ça. Donc parfois ça peut être lié, hein, comme je sais pas, genre se reproduire, ça fait du bien, tu vois tout ça, Ouais. mais c'est pas nécessaire en fait Oui. pour que ça marche. Voilà. Bah, c'est plus un instrument pour Exactement. atteindre le quanti, Mm. mais c'est un accessoire, quoi. C'est ça. Et donc en fait quelque part, ça on en a déjà parlé un peu avant, mais si on rappelle un peu les différents projets autour de la morale. Il y a le projet de Jonathan Haidt dont on parlait tout à l'heure, tu sais, c'est expliquer pourquoi certaines personnes et cultures vont exhiber certaines manières de penser ou d'agir, que nous on pourrait considérer comme futiles ou con-con. Jonathan Haidt, son projet, c'est d'expliquer voilà, qu'ils font ça au niveau de au nom de la morale. Et c'est expliquer ça en disant bah ça apporte un avantage à ta tribu et donc c'est pour ça que ça existe. Voilà. Ça c'est le projet numéro 1. Il y a un deuxième projet qui a rien à voir, qui est de réfléchir de manière plus poussée à la morale et se demander de quelle façon on devrait penser, de quelle façon on devrait agir. Voilà. Donc comment te comporter dans la vie pour vivre une vie objectivement morale. C'est le deuxième projet. Et il y a un troisième projet qui est de convaincre les gens, voilà, d'abandonner leur comportement futile qu'ils ont acquis grâce à l'évolution et de les orienter plutôt vers, on va dire, des comportements vraiment moraux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà. Et donc, disons que le livre de Samaris, c'est plutôt les projets 2 et 3, quoi, en fait, finalement. Ouais. Donc analyser vers quoi on a envie d'aller et convaincre les gens d'aller vers ça, quoi, finalement. Yes. Donc, on se pose la question, c'est quoi bon et c'est quoi mauvais? Donc, selon Samaris, il faut arrêter de parler de bon ou mauvais, mais il faut parler de bien-être. Est-ce qu'une action donnée augmente ou diminue le bien-être des entités conscientes qui habitent l'univers? Donc, celle dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mais ce raisonnement, qu'on appelle conséquentialiste, va rencontrer quelques problèmes.
Donc, comment est-ce que tu compares, par exemple, 5 millions de petits bobos à une personne qui a un orteil cassé? Tu vois, on sait pas faire, en fait. Et même si tu savais faire ça, tu saurais jamais tout prévoir. Tu vois, est-ce que Fukushima c'est bien? Peut-être que ça nous a permis d'éviter une catastrophe plus grave en construisant des réacteurs plus sûrs, tu vois. Enfin, c'est pas évident, quoi. Ouais. Est-ce qu'au contraire Fukushima ça va nous faire nous éloigner du nucléaire? Est-ce qu'au contraire du coup on va avoir un problème avec le réchauffement climatique? Voilà. On a du mal à prévoir. Et donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc la bonne nouvelle selon Samaris, c'est que on peut parfois s'appuyer sur nos sentiments pour sentir si une réponse est bonne ou mauvaise. Et donc il va citer les travaux d'un mec qui s'appelle Paul Slovak, qui démontra que les gens donnent plus d'argent lorsqu'on leur dit qu'une petite fille a faim, et moins quand on introduit dans l'équation son frère qui a faim aussi, tu vois. Genre tu fais un poster, tu dis la petite fille en Afrique elle a faim, donnez de l'argent, les gens ils vont donner plein d'argent. Tu fais le même poster avec la petite fille et son frère à faim, les gens ils vont donner moins d'argent. Et après quand t'introduis les 1000 autres enfants qui ont faim du village, là les gens c'est bon, ils arrêtent de donner la thune, tu vois. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est con. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu montres ça aux gens, les gens reconnaissent avoir commis une faute de raisonnement moral, tu vois. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. Ouais. Oui. Toi tu donnes moins d'argent quand il y a 1000 enfants. Ouais, je pense que je suis comme tout le monde. En gros, ça fait appel à tes émotions, à tes sentiments. Tu t'immerges à la place de la personne potentielle. T'es plus empathique, etc. Et il y a un autre, c'est juste une statistique, quoi. Tu sais, c'est le truc de Staline. Un mort, c'est une statistique. Un mort, c'est une tragédie. 10 000 morts, c'est une statistique. C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, c'est une question de. Enfin, je sais pas comment ça marche en termes neurologiques ou cérébral, mais c'est une question de. En fait, je pense qu'il y a un cas où, vu que tu te projettes, ça te rend plus triste, ça te prend plus aux tripes que un chiffre où là, tu ne te projettes plus puisqu'il devient abstrait. En fait, je pense que c'est une question de niveau d'abstraction. Quand tu rentres dans un niveau d'abstraction, tu te projettes plus, donc tu ressens moins d'émotions, donc c'est moins susceptible de déclencher chez toi une action. Alors que quand c'est pas abstrait, c'est très concret, c'est un individu, a fortiori une fille, a fortiori enfant, t'es là, j'y vais, tu vois. Ouais. Mais tu vois, la bonne nouvelle, c'est que quand tu le mets les gens devant le fait accompli, en fait, ils savent faire un raisonnement moral, en fait, tu vois, ça c'est intéressant, tu vois, ils disent, bah non, j'ai fait une connerie, j'aurais dû donner plus s'il y a 1000 enfants, quoi. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et autre chose qui peut venir compléter un peu le tableau, je pense peut-être que tu vas connaître, ça s'appelle le voile de l'ignorance de Rawls, donc c'est un gars qui s'appelle Rawls, R-A-W-L-S. Ça s'appelle le principe de la position originelle en français. Et en gros, ça dit que on vit dans une société juste et morale si jamais cette société aurait pu être conçue par des gens qui sont face à un voile de l'ignorance. C'est-à-dire, en gros, les gens ne savent pas quelles personnes ils seront dans la société. Hommes ou femmes, handicapés ou non, QI bas ou haut. En gros, la société est considérée juste selon Rawls si jamais tu l'aurais construite en ne sachant pas à l'avance dans quelle personne t'allais être incarné. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, mais pourquoi il dit ça? Mais en fait, c'est comment dire? C'est en gros, c'est une manière de dire. Du coup, c'est une société qui favorise personne, vu que tu savais pas toi quel rôle t'allais prendre, non, c'est ça? Disons que je pense qu'il le cite dans le sens où c'est une approche que tout le monde trouverait logique en termes de morale. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est logique parce que c'est relié au concept d'égalité des chances, non, ou rien à voir avec ça. Je sais pas si ça a à voir avec ça. En fait, si tu veux, c'est tout à l'heure on disait on expliquait que les gens avec la petite fille, ils avaient quand même un semblant de raisonnement moral. Ouais. Et le voile de l'ignorance de Rawls, c'est un truc qui parle un peu à tout le monde, quoi. Qui dit bah ouais, en fait, si tu construis la société comme ça, intuitivement, tu sens que ça sera moral. Ok. Donc si tu sais pas qui tu vas être dans la société et que tu l'as construite sans savoir qui tu vas être, en fait, finalement les gens intuitivement disent que ça leur paraît pas mal. Et donc par exemple, tu vois, si je suis nazi et que je découvre que je suis juif, mes principes moraux vont changer. Et selon Rawls, ça devrait pas être un principe moral si ça peut changer en fonction de comment t'es né, en fait, d'accord ? Oui, c'est ça.
Et fun fact, c'est déjà arrivé en Hongrie. C'est-à-dire qu'un mec qui s'appelle Chasnad Şeceli, je sais pas comment on dit ça, c'est un homme politique hongrois, ancien membre du Parlement européen et ancien membre du Parti radical nationaliste, accusé d'antisémitisme. Et un jour, il a découvert qu'il était juif. Et du coup, il a démissionné du parti et il est devenu un juif très pieux, tu vois. Donc c'est quand même la définition du gros bouffon, tu vois. Il aurait pu rester juif et antisémite, tu vois. Il aurait pu dire oui, mais tu vois, non, il a dit oh bah c'est bon, je change d'avis du coup. Ah, mais c'est une sombre histoire quand même. Ah ouais, quel bouffonnerie. Non mais oui, c'est vrai que c'est pas mal de dire. En fait, j'aime bien moi le concept de dire un précepte moral. Un précepte, il peut être considéré comme moral dès lors qu'il ne favorise personne, quoi. Enfin, Exactement. pas qu'il favorise personne, mais qu'il s'applique de la même manière à tous les individus, quels qu'ils soient. Et enfin, tu vois, peut-être que je le formule mal, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc. Et c'est vrai que ça se tient, quoi. Et pour étoffer un peu cette vision de la morale et pour nous rendre un peu plus moraux, il explore un peu, tu sais, le côté, enfin la phrase tu choisis pas qui tu es lors de ta naissance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en gros, Samaris, c'est un grand partisan d'expliquer que bah t'as pas choisi tes gènes, t'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi les événements qui te sont arrivés. Et en gros, c'est un gros partisan de dire le libre arbitre n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, lui, complètement d'accord avec ça. bah voilà, vous vous êtes trouvés. Donc lui, en gros, quand il est vénère contre un gars, il explique qu'il se fâche de façon purement utilitaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il dit que ça va pas. Il dit que ça va peut-être faire changer le comportement du gars ou de personnes similaires de se fâcher, tu vois. Mais au fond, il dit qu'on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens, tu vois. Donc il se fâche de façon performative. Performative, oui, voilà, ça, c'est drôle quand même. Bon, après, ça peut. Enfin, on sait pas si c'est vrai ou pas, parce que ça peut l'arranger de dire ça a posteriori, quoi. Mais je suis d'accord. Je me parce que moi, typiquement, je suis d'accord avec lui, je ne crois pas au libre arbitre, et je pense que tu te vénères quand même. Exactement. Tu vois, je pense qu'on est genre à 99% le fruit de choses qu'on n'a pas choisies. Ouais. Et du coup, de fait, la notion de mérite disparaît, la notion de culpabilité disparaît, etc. Mais parfois, je suis authentiquement vénère parce que je suis pas un être totalement rationnel. Et que, comme on l'a vu dans plein de bouquins par ailleurs, tu contrôles pas tes émotions, il y a beaucoup de choses que tu contrôles pas. Et du coup, c'est pas performatif, tu vois, c'est juste, genre, j'en veux vraiment à la personne, et vraiment, tu lui chies dessus, quoi. Et peut-être qu'après, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux trucs, genre ta réaction spontanée à quelque chose, et après la rationalisation ultérieure que tu en fais. Oui, bien sûr. Non, mais oui, je suis sûr qu'il s'énerve aussi, mais oui, voilà, il essaye de... Ça. Et tu vois, je trouve que je pardonne plus la réaction spontanée, qui est erronée, que la rationalisation ultérieure erronée. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu te dis, bah, il a eu le temps de réfléchir et tout, et il en a déduit que en toute conscience. tu vois ce que je veux dire? Que c'était quand même un connard. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, bon là, toi t'es d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça hyper pas instinctif. Et donc pour ces gens-là, il va citer plusieurs cas de figure. Donc typiquement un enfant de 4 ans qui tue un gars avec un pistolet. Une victime d'abus physiques et émotionnels pendant toute sa vie qui va tuer un gars dans la rue qui se moquait de lui, quelqu'un qui a eu une vie parfaite qui tue un gars dans la rue qui se moquait de lui, mais plus tard on découvre une tumeur dans son cerveau à l'endroit qui dictait les actions, voilà. Et en fait il demande, bah parmi ces gens-là, tu vois, l'enfant de 4 ans, le mec qui s'est fait victime, le mec qui a une tumeur, lesquels sont fautifs, tu vois, au sens vraiment profond du terme. En fait lui il dit bah aucun en fait, hein, d'accord. Et donc pourquoi on construit des prisons? Bah, il dit que si on pouvait mettre en prison les tsunamis et les tremblements de terre, on le ferait aussi. Donc c'est vraiment tout simplement pour écarter les gens dangereux. Et aussi pour dissuader les gens, bien sûr. Et pour enlever le réflexe de vengeance aux gens. Donc il y a 3 trucs. Voilà, donc pour cette petite réflexion sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais on peut en général s'appuyer sur nos sentiments. Et bah, ça ne peut dépendre de où et comment tu es né, si je devais résumer un petit peu ce chapitre. Bon, après ça, je vais pas m'étendre dessus parce que je pense que ça peut faire l'objet d'un bouquin en tant que tel de genre, est-ce que le libre arbitre existe? Parce que moi, j'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens. Et le problème que j'ai autour de cette conversation, c'est que j'ai l'impression de pas progresser, tu vois. C'est que genre, moi, j'ai mon avis qui est le même que celui que Samaris, qui est qu'on choisit pas grand chose, ni notre environnement de naissance, ni nos gènes, ni les gens qu'on rencontre, ni ce qui se passe dans nos quotidiens. Il y a beaucoup trop d'aléatoires.
Et Mais que du coup, lui, il dit qu'on choisit rien. Hein. Lui, il dit qu'on choisit 100% des choses nous sont imposées. Toi, je t'ai entendu dire 99% tout à l'heure. Je sais pas si tu le pensais vraiment. oui, Mais lui, il dit qu'on ne choisit rien en fait. C'est que c'est oui, c'est ça. mathématiquement zéro Ouais, quoi. c'est ça. Bah après, moi, je suis pas capable d'arbitrer entre rien ou Ok, tu ouais. vois, machin, mais je crois qu'on choisit pas globalement grand-chose, tu vois. Ouais. Et donc, je suis globalement d'accord avec lui. Donc, moi, j'ai ce postulat. Et quand je discutais avec des gens qui étaient pas d'accord avec ça, Hmm. et en fait, le truc, c'est que on n'avançait pas dans la conversation parce que, enfin, je sais pas s'il y a 1000 arguments possibles, quoi. Enfin, moi, mon seul argument, c'est de dire, bah, tes gènes, tu ne les choisis pas, tes parents, tu ne les choisis pas, les gens que tu rencontres, pour la plupart, tu ne les choisis pas. Du coup, ta personnalité, tu ne la choisis, et ta manière de réagir aux choses, qui découlent de ces événements aléatoires. Du coup, ta personnalité est également aléatoire, donc la notion de mérite disparaît. Donc ça, c'est mon argument. Ouais. Et après, les autres, ils étaient pas d'accord. Mais tu vois, il y avait pas on n'avançait pas dans le truc, quoi. Genre, Ouais, bah après, j'avoue, vu qu'on est tous d'accord là, c'est un peu compliqué, ouais, mais ouais. j'avoue qu'une fois que t'as compris ce qu'il voulait dire, en fait, enfin, ça, c'est un peu un axiome, quoi. Enfin, une fois que t'as compris ce qu'il voulait Oui, dire, c'est enfin, ça. tu vois bien que, Ça, c'est un peu un que, axiome, mais genre, souvent, la personne en face de moi me disait, bah non, il y a quand même une partie des choses que tu choisis. Là, ouais, voilà, ok, ouais. tu vois, il te disait, bah là, par exemple, j'ai le choix de mettre à la poubelle ou ne pas mettre à la poubelle, bah je choisis de pas mettre, enfin, tu vois. Ouais, d'accord, Et en donc, ok, fait, bah. c'était un débat assez pauvre en règle générale, mais pas parce que j'étais intelligent et l'autre il était débile, c'est que juste, genre, on était tous les deux mauvais enfin, on avait Ouais, tous les on deux se pas grand comprenait chose à pas. dire, quoi. Ouais, Hmm. tu vois. Et, Bah, je crois qu'il y a un bouquin il a fait tout un bouquin dessus qui s'appelle Free Will que j'ai ouais. pas lu, Libre Arbitre, donc il doit probablement, comme son nom l'indique, traiter Ouais, du sujet. bah, mets-toi au boulot, là. Qu'est-ce que Ouais, tu fais, faut là? se mettre au taf là. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, donc ouais. Après, si on s'interroge un petit peu à tout ce qui est croyance et morale, c'est souvent lié. Hein. Et donc, il a introduit le truc en se demandant c'est quoi une croyance. Bah, en fait, une croyance, c'est quand tu dis j'ai vu des mecs qui font flipper devant la grotte. C'est une phrase qui était très utile il y a 50 000 ans. Et donc, la capacité du cerveau à considérer cette phrase comme vraie, donc cette acceptation de considérer cette phrase comme vraie, comme quoi il y a des mecs qui font flipper devant la grotte, c'est utile et c'est ce qu'on appelle une croyance, d'accord? Et donc, une croyance, ça peut aller de je parierais un peu plus de 50-50 dessus à je parierais ma vie dessus, hein, d'accord? Donc, il commence par dire que la phrase le soleil est une étoile et la phrase la cruauté c'est mal sont deux croyances qui sont d'ailleurs traitées par la même partie du cerveau. Alors que l'une est, on va dire, scientifique et l'autre est plutôt morale. Hein, d'accord, le soleil est une étoile, c'est plutôt scientifique, et la cruauté c'est mal, les gens ils vont dire c'est plutôt moral. Donc c'est quand même déjà anatomiquement intéressant en tant qu'humain que les deux phrases soient traitées de la même manière, hein, déjà. Ensuite, il va rappeler que les gens acquièrent leurs croyances en général par des biais émotionnels et sociaux, bien plus que par des raisonnements rationnels. Voilà. Et les gens sont très souvent fermés lorsque la possibilité de changer leurs croyances s'offre à eux. Il rappelle par exemple que les gens qui ont des croyances de droite ou de gauche, c'est essentiellement lié à la personnalité, hein, on en a déjà parlé. Ils ne sont pas arrivés là par un raisonnement non biaisé. Et d'ailleurs, pour illustrer un peu ça, un certain Burton a montré que l'avis des gens sur énormément de problèmes moraux, réchauffement climatique, peine capitale, était fortement influencé par la tolérance au risque des gens. Et donc les gens plutôt à gauche sont des gens qui prennent des risques en fait, qui sortent de la norme, qui sortent des règles établies, qui remettent en cause les choses, au risque de faire une erreur et de se faire niquer, hein, au risque, enfin tu sors du village au risque de te faire bouffer par le lion, quoi, tu vois. Et les gens plutôt à droite, c'est plutôt ceux qui sont qui restent dans la tradition, qui restent dans la sécurité, qui restent dans leur village, derrière leur mur, mais au risque de mourir car tu n'as pas su t'adapter à un environnement qui change. Le présent n'est pas le passé. Et donc ça c'est assez rigolo de se dire que si on est de droite ou de gauche, en fait, c'est pas des raisonnements comment dire qu'on a fait, c'est vraiment lié à notre personnalité finalement, c'est ultra corrélé à notre personnalité. Ok. Et je sais pas si ça te parle déjà, ça te Ouais, non, paraît ça. logique ou pas? Ouais, enfin, je suis pas en mesure de dire si c'est logique ou pas, mais ça me paraît, enfin, ça me paraît pas idiot. Enfin, je trouve que ça paraît intéressant de dire, d'essayer d'établir des corrélations entre des traits de personnalité et des convictions politiques. Mm. Je pense que c'est une démarche intéressante à faire. Mm. Et du coup, je pense que c'est assez. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est démontrable, quoi. Tu peux faire Ouais, des sondages quali, scientifiques, machin, où tu démontres par A plus B qu'en fait, en fonction de ouais. ton niveau d'aversion au risque,
t'es plus ou moins à droite ou à gauche sur l'échiquier politique. Ouais. Et du coup, enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est démontrable, quoi. Ouais. Et donc là, tu parles de faire le lien entre orientation politique et personnalité. Mais lui, il va même plus loin puisqu'il va faire le lien entre génétique et personnalité. Donc finalement, tu peux même carrément faire le lien entre génétique et orientation politique. Ouais. Parce qu'il dit que toute cette tolérance au risque, en fait, c'est gouverné par un certain nombre de gènes qui vont par exemple agir sur les récepteurs à la dopamine et plein d'autres mécanismes physiologiques que je vais pas citer, tu vois. Mais donc c'est marrant, tu vois, il arrive à relier finalement gènes et, et orientation politique. Et donc il en conclut qu'on ne peut pas vraiment raisonner sans biais sur des questions éthiques, car on est bloqué par notre inconscient, et même si on va plus loin, on est bloqué par nos gènes. Donc c'est rigolo quand même. Ok, je vois. Le truc, en fait, du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas raisonner sans biais sur quelques questions que ce soit, finalement, non, pas spécifiquement éthique. Oui, bah oui, pourquoi pas, oui, Ouais. effectivement, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais c'est marrant de se dire que je suis génétiquement de droite ou génétiquement de gauche, c'est drôle. Ouais. Ouais. Et puis ça, ouais. Alors ça, je pense que peu de gens sont prêts à l'accepter, quoi. C'est ça. Ouais, il y a une expérience qui m'avait vraiment fait marrer parce qu'il dit, en plus de nos gènes, on peut également être influencé par le contexte. Et donc, il cite une étude du psychologue David L. Rosenhan qui voulait tester si on savait différencier les non-fous des fous. Et donc, il envoya des patients parfaitement sains d'esprit dans 5 hôpitaux psychiatriques et leur demanda de se comporter normalement et de dire au personnel soignant qu'ils se sentaient bien et qu'ils souhaitaient sortir. C'est horrible. Et apparemment, ça s'est avéré particulièrement difficile. Donc, il fallait environ 19 jours en moyenne pour sortir. Mais non. Si, bah ouais, c'est énorme. Et donc, pour rajouter une couche, il y avait un hôpital en particulier qui était sceptique du truc et qui disait, bah non, vous êtes des bouffons, moi je sais faire la différence. Et donc, le gars, là, David Rosenhan, il a dit, ok, je vais vous envoyer aussi des mecs sains d'esprit, et on va voir si vous en sortez bien. Et du coup, il a rien envoyé. Ce qui n'a pas empêché l'hôpital en question de détecter un courant continu de pseudo-patients et de les libérer. Et donc voilà, dans cet exemple, on voit que le contexte peut être quasiment tout, si ce n'est tout, d'accord ? Donc voilà. Donc si on résume, on voit que les croyances sont majoritairement influencées par nos gènes et par le contexte, et donc on peut se demander où est l'objectivité dans tout ça. Mais justement, bonne nouvelle, le processus scientifique est justement conçu pour investir un maximum d'efforts dans la valorisation absolue de certains problèmes de raisonnement. Il permet, lorsqu'il est correctement mené à bien, de s'affranchir justement des biais et du contexte. Et donc si on admet que la meilleure réponse à quelles sont les croyances que je dois avoir est la réponse scientifique, donc avec l'effort de se débarrasser de tout biais, alors on est probablement sur la bonne piste pour savoir quelles croyances je dois avoir. Voilà. Donc tu vois qu'on avance petit à petit là. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc beau projet. Mais selon Samaris, les gens sont souvent confrontés à une barrière qui les empêche de s'appuyer sur la méthode scientifique, comme compas moral. Et cette barrière, c'est la religion. Et selon lui, c'est la barrière principale à la question quelle croyance je dois avoir. C'est la religion. Donc la religion ne semble pas jouer un rôle quand tu soumets les gens à des dilemmes moraux inhabituels. Donc ça, c'est assez rigolo quand même. C'est-à-dire que, en gros, quand tu fais faire des petits jeux aux gens, tu sais, tu leur dis est-ce que tu préfères que 200 personnes sur 600 soient sauvées ou que 400 personnes sur 600 meurent? Tu sais, ça revient au même. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il ne semble pas que la religion, tu vois, quand tu compares les gens religieux sur cette question et les gens non religieux, il semble pas que la religion confère un avantage en termes de jugeote morale sur ce genre de truc, tu vois. Okay. Genre, t'es pas meilleur à comprendre ce genre de petites phrases quand t'es religieux. Voilà. Et de plus, parce que c'est Samaris, il dit sur à peu près toutes les mesures de santé sociale, tu sais, indice de développement humain, c'est en général les pays les moins religieux qui s'en sortent le mieux. Donc bon, voilà. Okay. Il met un petit tacle par derrière. Voilà. Si on dit que la religion n'a pas l'air d'apporter un quelconque avantage aujourd'hui, il faut peut-être remonter un peu dans le temps pour expliquer son apparition. Donc il dit les premiers morts enterrés datent de 95 000 ans, par exemple, et qu'il est clair que d'enterrer ces morts, ça te procure un avantage. Donc ça te permet de pas attraper des maladies, ou pas attirer les bêtes sauvages, voilà, des trucs dans le genre. Il est clair que proscrire l'adultère, c'est un avantage. Pour les hommes, t'élèves pas les enfants des autres. Et pour les femmes, l'homme s'occupe uniquement de leur enfant à eux, quoi.
Quand les bénéfices d'une croyance acquise par hasard, selon Samaris, sont assez grands, alors cette croyance reste. C'est la sélection naturelle, pas à travers les gènes, mais à travers les bonnes idées. Et donc voilà, c'est une croyance qui reste, quoi. Mais, et ça va te faire rire, il y a aussi les croyances à la con qui peuvent rester. Il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, parce que sinon ça marchait pas avec son truc. Sinon la religion devrait te conférer un... Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison. Tu peux avoir des croyances à la con qui restent si ça confère pas un gigantesque désavantage. Et donc, apparemment, en Tanzanie, et alors au Burundi, au Kenya et au Swaziland aussi, ils chassent les albinos car leur chair aurait certaines propriétés magiques. Et donc, on rigole, mais on est des connards quand même. Et, apparemment, les sorciers tanzaniens, donc qu'on appelle les waganga, utilisent les albinos pour leurs remèdes. Les pêcheurs tanzaniens cousent des cheveux d'albinos dans leurs filets pour attraper plus de poissons. Alors, apparemment, un bras d'albinos peut rapporter à un sorcier jusqu'à 4 000 €. Surtout depuis que la police protège les albinos, le prix de ce genre de commodité a grimpé en flèche. Et il y a aussi beaucoup d'agressions sexuelles, car apparemment, les hommes pensent que d'avoir un rapport sexuel avec une fille albinos les guérira du sida. Oh putain. C'est incroyable, non ? Ouais. Mais en gros, du coup, ce que j'en déduis, c'est que, en gros, t'as une forme de darwinisme des idées. Ouais. Et du coup, des idées religieuses aussi, qui font que les idées qui confèrent un avantage à toi ou à ton groupe social, les bonnes idées ont tendance, du coup, qui confèrent un avantage, ont tendance à perdurer. Ouais. Mais par ailleurs, tu peux avoir des mauvaises idées qui perdurent si, en fait, le package final, si les mauvaises idées et les bonnes idées, finalement, si, en moyenne, ça te confère un avantage à ton groupe versus l'autre, en fait. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, et je pense qu'on peut aussi tout à fait raisonner de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que le cas des albinos, il est assez bien, en fait, choisi, parce que les albinos, il y en a pas beaucoup, tu vois. Et donc, d'avoir une croyance qui apparaît un peu par hasard, comme il dit, sur je vais chasser les albinos et faire des potions, tu vois. Bah, au final, tu vois, tu chasses les albinos, mais vu qu'il y en a très très peu, ça confère pas forcément un désavantage à ton groupe, quoi, en fait. Ouais, donc, en fait, ça peut tout simplement rester, quoi. C'est ça qu'il dit. Ouais, mais, voilà. mais du coup, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que du coup, t'as la dynamique d'évolution entre les religions et au sein même d'une religion, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, genre, entre les religions, c'est overall, si ton package de croyances, il t'apporte en moyenne un bénéfice versus le voisin, bah, du coup, ta religion va perdurer et va limite croître. Ouais. Et au sein même d'une religion, t'as différents courants. Si il y a un courant qui a une idée qui n'est pas particulièrement nulle, qui est pas particulièrement mauvaise ou qui ne nique pas trop de gens, elle peut perdurer malgré tout, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Puis même, après, tu peux t'imaginer que chasser les albinos, on en parlait avec Nassim Taleb là, ça peut conférer une sorte de cohésion sociale entre les gens qui chassent ensemble et qui sont contents et qui mangent des albinos au coin du feu, tu vois. Bon, bref, tu vois. On peut toujours, voilà. Non, mais ça peut être le cas aussi, tu vois. Ça peut être le cas. C'est le rite initiatique, quoi. Putain, j'aimerais pas être albinos, parce que déjà en Afrique, je pense que au niveau de la peau et du soleil, tu dois prendre cher, tu vois. T'es pas un homme avant. Si tu te fais chasser par les sorciers, tu vois, les waganga. avant d'avoir mangé ton albinos, t'es pas un homme. Putain, je pense que t'es quand même vénère. Donc voilà, il dit, ok, là on a parlé des bonnes idées, des mauvaises idées, mais pourquoi le concept de Dieu, en fait? Et des expériences ont montré que quand tu livres des enfants à eux-mêmes, les enfants partent systématiquement du principe qu'un événement naturel, donc vent, vague, tempête, a une origine intentionnelle. Donc c'est un truc d'humain apparemment. Ils pensent que quelqu'un a causé ce truc. Et donc, ce qui laisse penser que si on foutait la paix aux enfants assez longtemps, ils inventeraient tout seuls le concept de Dieu. Donc voilà. Donc quand tu mélanges ça aux bonnes et aux mauvaises idées dont on parlait tout à l'heure, bah en fait, tu peux faire émerger des religions, quoi, en fait. Donc en gros, c'est une forme de biais cognitif, enfin de biais, ouais, c'est en gros notre cerveau est fait tel que on a besoin de chercher des causes. Ouais, c'est ce qu'il dit en tout cas. Ouais, c'est ce qu'il dit que il interprète les choses qui se passent en termes de causes. Voilà. Et donc, un certain psychologue, là, Justin Barrett, va comparer la religion à l'acquisition du langage. Donc, il dit on est dans ce monde cognitivement préparé à l'acquisition d'un langage, et on apprend celui auquel on est exposé. Et donc, pareil, il pense qu'on arrive dans le monde cognitivement préparé à avoir une religion, une culture, et on s'approprie celle à laquelle on est exposé, en fait, tout simplement. D'accord ? Oui. Donc, voilà.
on va dire qu'il y a plutôt consensus sur le fait que la religion en tant que c'est mon Dieu qui est le bon et pas le Dieu des autres, c'est quand même majoritairement ce qui t'a été enseigné par ta communauté plutôt que quelque chose qui est préinscrit en tant que tel dans le cerveau, quoi. Enfin, tu ne nais pas genre je sais pas moi hindou en plein milieu d'un village mormon, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, ce qui est inscrit, c'est le fait Exactement. que ta propension à vouloir chercher des causes. Exactement. Par contre, quelle cause tu choisis, c'est lié à ton environnement. Bah, comme le langage, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais apprendre un langage, par contre, tu vas pas apprendre. Enfin bref, on a compris, quoi. Tu vas pas apprendre le grec si tu vis en Espagne, quoi. Voilà. C'est aussi c'est aussi pourquoi le célèbre manuel des troubles mentaux, donc c'est un manuel qui est publié par la American Psychiatric Association, ne définit pas la religion comme un trouble mental. Car si tout le monde autour de toi l'a, et ben quelque part, c'est normal que tu l'aies. Donc Sam Harris, qui est connu pour ne jamais lâcher le steak, il dit est-ce que si t'es un malade mental et que tu recrutes un large nombre de fidèles et d'adeptes, est-ce que du coup t'es moins un malade mental? D'après le manuel des troubles mentaux, la réponse est oui. Ouais, bah après, moi pour le coup, je peux ne pas être d'accord avec Samaris dans le sens où, enfin, ça se débat pour le coup, genre qu'est-ce qu'un trouble, tu vois. Enfin, non mais là, c'est tout le débat autour de il cite texto le manuel des troubles mentaux, tu vois. Oui, mais c'est ça, mais voilà. C'est genre, oui, c'est ça, mais le truc, c'est qu'est-ce qu'un trouble dans le sens où, enfin, tu rejoins le débat de qu'est-ce que tu considères être un trouble, qu'est-ce que tu considères être être la normalité ou pas la normalité. Tu vois, genre, c'est vrai que, tu vois, enfin, si toute l'humanité avait des TOC, tu vois, par exemple, genre, d'imagine 100% des gens, ils sont obligés, quand ils ferment leur porte, ils sont obligés de la fermer 2 fois de suite, tu vois. Ouais. Est-ce que du coup tu considères ça comme étant un trouble ou tu dis que c'est la normalité? Enfin, tu vois. Non mais je vois ton point. Ouais. Bah, c'est juste que, enfin, je pense qu'il le voit aussi lui. Hein. C'est juste que du coup, ça permet de s'interroger sur. Bah, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est intelligent, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu pouvais fermer la porte une fois au lieu de 2 fois, bah probablement que tu le ferais, tu vois. Il se trouve que là tu peux pas vu que t'as un TOC. Mais voilà. Il dit la ligne est très fine entre religion et désordre mental. Putain, mais c'est un ouf quand même. C'est Sam Harris qui dit, c'est pas moi. Comme dans ce fait divers où un groupe de chrétiens très pieux ont arrêté de donner de l'eau et de la nourriture à un enfant de 1 an et demi, car l'enfant avait arrêté de dire Amen avant le repas. Alors évidemment il est mort, mais l'étape suivante c'était de trimballer le corps dans une valise verte pendant plus d'1 an en attendant sa résurrection. Voilà, comme il dit, la ligne est très fine, quoi. Putain. J'ai cherché le fait divers sur internet, c'était pas très marrant. Ouais, mais putain, je vais le chercher, c'est hardcore. Ouais, mais là je pense que, enfin là je trouve qu'il fait preuve un peu de mauvaise foi, quoi. Parce que genre il dit la ligne est très fine entre religion et maladie mentale. Enfin, la ligne est très fine entre être chrétien ou musulman et trimballer un cadavre d'enfant pendant un an. Oui, il y a ça aussi. Genre la ligne est pas fine du tout, tu vois. Genre il y a plein de gens très religieux qui jamais, tu vois, trimballeraient. Donc tu vois là il faut faire un peu, tu vois. Pour le coup la ligne est pas fine, tu vois. Genre, non, elle est pas fine. Et il continue dans le gratos, mais dans le rigolo. Il se fout un peu de la gueule de Francis Collins, donc c'est le directeur de l'Institut national de la santé, donc nommé par Obama quand même. Donc décidément, Obama savait s'entourer entre la meuf du début et Francis Collins. Il dit, Francis Collins, c'est la preuve vivante qu'il n'existe pas de conflit entre religion et science. Et donc, bon, le mec, c'est quand même le directeur de l'Institut national de la santé, hein, d'accord? Et donc, il donne un extrait d'une présentation PowerPoint du gars, où le gars, il est en mode Dieu a créé l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Il a implémenté le mécanisme de l'évolution. Slide 3. Il a donné aux hommes le savoir du bon et mauvais, une fois le cerveau assez développé, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Et donc, Sam Harris, toujours dans l'idée de se foutre de sa gueule, globalement, réécrit son PowerPoint dans le livre, en remplaçant Dieu par Lord Brahma, qui a créé le monde et qui maintenant dort, et Lord Vishnu, qui joue avec notre ADN tout en respectant les lois du karma et de la réincarnation. Et Sam Harris dit qu'il n'aurait probablement pas été nommé à la position de directeur dans ce cas, tu vois. Alors que finalement, c'est un peu le même PowerPoint. Non, mais après, c'est quand même un bâtard. Non, mais je vois son point, il est marrant, machin. Mais je sais pas si je suis totalement d'accord dans le sens où... Tu penses qu'on peut pas remplacer par Lord Vishnu Si. Non, je pense que tu peux remplacer par Lord Vishnu.
Ouais. Mais je pense que tu peux être complètement compétent dans ce que tu fais et par ailleurs avoir des croyances qui sont non démontrées. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, il dit, tu vois, que le gars en question a quand même publié dans le prestigieux journal Nature ses Ouais, théories. ouais. Tu vois, et donc après, il s'interroge, est-ce que le journal Nature l'aurait laissé publier ses théories si jamais il parlait du lien entre Ah science et oui, vaudou. Tu vois, il dit oui, rien n'est moins sûr. Et oui. j'avoue, tu Non vois, mais rien n'est moins sûr, quoi. Enfin, oui, non mais là dans la publication de Nature, enfin oui, enfin c'est clairement pas un papier scientifique de dire que Dieu a créé machin et a implémenté Tutuche, tu vois. Donc ça je suis d'accord. Mais par contre ça remet pas nécessairement la compétence du gars à son poste dans je ne sais quelle administration, tu vois. Il y a des, ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens ouais. profondément scientifiquement rigoureux et intelligents qui sont par ailleurs spirituels et qui ont des croyances religieuses, tu vois. Oui, non, mais je vois ton point, mais je pense que le point ici, c'est que le gars, enfin, a quand même un poste à forte connotation scientifique. Il publie dans Nature ses trucs, tu vois. Oui, Euh, on oui, peut c'est quand dire. même s'interroger sur. Oui, après j'ai pas vu la présentation en elle-même, genre ça se trouve elle est vraiment hardos, tu vois. T'as pas vu la présentation PowerPoint. Elle est vraiment hardos. Mais tu vois, enfin, en gros, j'ai l'impression que tu vois, il fait j'ai oublié comment ça s'appelle en rhétorique, mais genre il prend les pires exemples, tu vois, pour justifier sa théorie, alors qu'il y a des exemples de religieux très intelligents et il les prend pas parce que ça permet pas d'appuyer sa théorie, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, après, Genre, oui, enfin, c'est. tu vois, par exemple, en France, on a un gars qui s'appelle Gaël Giraud, qui est prêtre jésuite, et qui était aussi Ouais. directeur de l'Agence française de développement et qui est économiste, machin. Et lui, bon, il est, enfin, quand il s'exprime, il est profondément rigoureux et intelligent. Après, moi, je suis pas d'accord, j'ai pas la foi, et je suis pas d'accord avec ses croyances religieuses, mais ce qu'il dit n'est pas nécessairement con, quoi. Tu vois. Non, mais ok. Par contre, il fait pas de PowerPoint obscur. Non, mais c'est un truc Euh, qui fait souvent, Samaris, c'est prendre un exemple extrême juste pour dire est-ce qu'on est tous d'accord sur cet exemple extrême, tu vois. Juste, oui, genre, posons cette question-là et oui, après on peut avancer, tu vois. ouais, Et, euh, et donc après, il se demande bah, comment on fait pour expliquer ce genre d'absurdité, selon lui. Hein. Il pense que beaucoup de critiques craignent que si on oblige les gens à choisir entre science et religion, les gens choisiront la religion et ça sera game over. Voilà. Alors il dit, bah, on n'a qu'à continuer à dire qu'il n'y a pas de conflit entre science et religion, et c'est en général fait par respect. Mais selon lui, c'est pas du respect, c'est de la peur. Donc on a peur que les gens choisissent la religion au lieu de la science. Et voilà. Donc il dit, lui, il part du principe que Homo sapiens possède assez d'intelligence et de maturité émotionnelle pour comprendre qu'il y a conflit entre science et religion. Il a peut-être tort, mais ayons au moins le courage de reconnaître qui, dans ce débat, traite les gens comme des adultes. Voilà. ok. Non, mais après, je vois son point. Moi, je pense que je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait que enfin tout doit être débattable et que les fois où il y a friction entre le dogme religieux et la science, effectivement, on doit être capable d'en débattre, etc. Mais encore une fois, genre moi, je suis pas certain qu'il y ait foncièrement opposition entre religion et science. Tu vois. Et après, en fait, ça dépend beaucoup de la conception que tu as de la religion, quoi. Oui, bien Tu vois, sûr. Ouais. je pense que si tu as une conception un peu dogmatique, un peu quotidienne, de genre je vais pas manger des Twix parce que mon berger analphabète d'il y a 2000 ans me l'a dit, tu vois. Ouais. Là, t'es un peu con, tu vois. Mais si t'as Mm. une conception très abstraite de la religion, très théologique, qui Mm. s'éloigne un peu du quotidien, en fait, tu peux avoir cette dichotomie de genre dans ton quotidien, t'es rationnel, machin, mais dans des raisonnements un peu lointains, ou par exemple dans la morale, tu fais appel à ta foi religieuse, mais du coup, il n'y a pas nécessairement cette friction, tu vois. Ouais, mais je pense que je pense qu'il peut être d'accord. Mais on en revient aux bonnes idées et aux mauvaises idées en fait. C'est ce qu'il expliquait au début. C'est-à-dire que si la religion a des bonnes idées en fait, ben, enfin pourquoi pas, tu vois, c'est des choses qu'il faut Ouais. garder. Maintenant, si il faut chasser les albinos, ça Oui. va peut-être on peut en discuter, tu vois. Oui, Donc, c'est ça. Ouais, en fait, exactement. c'est ça que, en fait, il essaie de dire que des fois ça va se recouper et des fois ça va pas se recouper. Ouais. Autre chose, voilà, le mec qui publie dans Nature que Adam et Ève, je sais pas quoi, tu vois. Bon, ok, enfin non, tu publies pas dans Nature. Par contre, Oui. je suis sûr que tu peux écrire des jolis bouquins, et expliquer des choses avec des belles métaphores et pourquoi on est orienté comme ci comme ça. Mais voilà, enfin bon, il pose quand même Ouais. certaines distinctions, quoi. Et c'est vrai, et en fait, je pense qu'on a du mal, enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai du mal à accepter la position de Samaris, parce que je vis dans une société où la religion a beaucoup moins de place, genre la France, Hmm. où la religion a beaucoup moins de place qu'aux États-Unis, où t'as Ouais, beaucoup d'accord. moins Ouais. de Goliot religieux,
de genre praise the Lord, machin, je vais enlever le devil de tu vois. Et donc je pense que lui il est beaucoup plus radical avec les religieux parce qu'il vit dans une société où les religions sont quand même beaucoup plus cons et où la religion a une place beaucoup plus prépondérante qu'en France. Et du coup, j'ai tendance à atténuer ses propos parce que en fait, je vois que c'est possible d'avoir une forme de cohabitation, tu vois. Et lui, il vit dans un pays où ça a l'air hardcore, tu vois. Oui, non mais c'est vrai que, enfin moi aussi j'ai ce biais-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment tendance à considérer les religieux comme des gens qui sont des adultes en général, qui ont une version adulte de leur religion, voilà, et qui savent prendre du recul, tout ça. Parce que c'est un peu ce qu'on a en France quand même. C'est parce que c'est un peu ce qu'on a en France. Mais c'est vrai que l'autre jour, je regardais la télé et tu sais, il y avait eu un scandale parce que ils avaient fait une messe sans masque et tout avec le Covid. Ouais. Et ils commencent à interviewer les gens parce qu'il y avait eu un délire avec, tu sais, ils avaient tous utilisé la même eau bénite. Tu vois ce que je veux dire? Et ils interrogent une meuf et tu t'attends à ce que la meuf elle fasse oui, bon, machin, je sais pas quoi, tu vois. Et la meuf, en fait, ce qu'elle dit, c'est non mais, allô quoi, c'est de l'eau bénite. Elle est bénite l'eau. Oui, elle regarde autour d'elle, elle fait qu'est-ce que vous comprenez pas en fait, enfin, tu vois. Et genre là tu te dis ouais, ok, bon d'accord. Oui, d'accord. il y en a, tu vois. Ouais, je vois. Donc bon, il y en a, ça existe. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc si on parle du futur maintenant, voilà, Samaris il trouve des raisons d'être optimiste parce qu'il dit qu'au fil des années, nos progrès moraux semblent être non débattables. Donc, il dit qu'on a clairement plus d'empathie qu'avant, on en a de plus en plus. On a vu les graphes de Pinker là dans un épisode précédent, on voyait que effectivement on a clairement des progrès moraux. Voilà, et donc tout au long du livre, là, en fait, il a argumenté que la séparation entre les faits et les valeurs, et donc la séparation entre la science et la morale, est une illusion. Donc on va peut-être essayer de mettre une conclusion là-dessus. Donc si dans le futur on veut une humanité plus florissante, bah, c'est quoi le bonheur? Et donc ça, je pense que ça va te parler, Georges. Tu sais, si on demande à des gens de noter leur bien-être à un moment donné, donc tu sais, tu leur donnes un beeper qui sonne toutes les 30 minutes et il faut noter si t'es content ou pas, toi. Alors faire de donc ça c'est voilà. Donc ça c'est une première expérience, c'est tu notes toutes les 30 minutes avec ton beeper si t'es content ou pas. Donc et t'as une deuxième expérience qui est tu demandes aux gens est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie en général. Okay. Tu vois. Et en fait donc c'est ce que en fait déjà t'obtiens des résultats très différents déjà d'une part et d'autre part c'est ce que Daniel Kahneman appelle le moi ressenti. Donc ça c'est le premier avec le beeper et le moi souvenir, voilà. Et ils sont en moyenne en contradiction, donc c'est quand même c'est quand même hyper intéressant. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça. Ouais. Et donc par exemple un truc rigolo c'est que le moi souvenir donc le deuxième quoi, est-ce que tu es satisfait du passé, il applique souvent la règle du pic moyenne. Et donc, tu te souviens du moment le plus pénible d'une expérience et de la pénibilité moyenne de l'expérience. Et donc, pour illustrer le truc, ce qu'ils avaient fait, c'est que, tu sais, pour faire revenir les gens qui avaient eu une coloscopie, ce qu'ils font, c'est qu'ils font durer la coloscopie plus longtemps à la fin, quand ça fait moins mal, tu sais. Okay. En gros, juste le tuyau, il fait rien. Et donc, bien que la logique voudrait que d'avoir un tuyau dans le cul plus longtemps, ça te donne pas envie de revenir, bah en fait, si, les gens revenaient beaucoup plus quand l'expérience durait plus longtemps, parce que si tu veux, la moyenne était moins pénible. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. Donc, le pic moyenne du moi ressenti. Ouais. Voilà. Et donc, c'est marrant. C'est rigolo. Hein. Et juste pour te donner un ordre de grandeur, en fait, il dit, Daniel Kahneman, que la corrélation entre les 2 mois est de 0,5. Et donc, en gros, juste pour donner un ordre de grandeur, 0,5, c'est comme chez des vrais jumeaux 10 ans après. Tu vois. Okay. Ça, c'est une corrélation de 0,5. Donc, non, ça, j'ai pas compris. Bah, c'est qu'en gros, t'as 2 personnalités qui sont proches comme si c'était des jumeaux, en gros. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quand même assez proche, mais c'est pas pareil. Okay. Et donc, du coup, on peut quand même légitimement se demander lequel du moi ressenti ou du moi souvenir il faut satisfaire. Le moi ressenti, il va être content à Hawaï. Hein, tu vas chiller sur la plage, tu vas être... Voilà. Ouais. Et le moi souvenir, il va être content à Rome.
tu vois, parce que bah ça va te faire chier, tu vas devoir marcher, tu vas être fatigué, machin, mais tu vas avoir plein de trucs intéressants, tout ça. Et donc, lequel a raison? Est-ce que la question fait sens? Qu'est-ce qu'on doit faire d'un moi ressenti qui souffre, mais d'un moi souvenir qui est heureux? Un truc qui m'a fait bader, c'est, tu sais, si... tu sais, quand on t'anesthésie, quand on te donne une anesthésie totale, Ouais. imagine, tu ressens toutes les douleurs, mais que tu t'en souviens pas. C'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est grave ou pas? Tu vois, je sais pas. Enfin, moi, j'aimerais pas, mais voilà. Ouais, moi, j'aimerais pas non plus. Donc voilà. Donc là, on a commencé à développer un argumentaire pour une morale basée sur la science, voilà, en se posant toutes ces questions-là. Et on arrive à la fin du livre où en fait, du coup, on va essayer de conclure. Mais du coup, c'est quoi son point sur le moi ressenti, le moi souvenir, c'est-à-dire que effectivement, ils sont partiellement décorrélés, mais du coup, il n'y a pas enfin, juste il nous donne cette info, quoi. Ouais, en fait, je pense que tu vas un peu plus comprendre son point dans la conclusion, mais en fait, là, tout le livre, c'est je déterre un peu des choses, je les mets au soleil, tu vois. Et là, en fait, il met au soleil le fait que, bah, finalement, on a 2 mois qui sont pas forcément compatibles en termes de satisfaction, tu vois. Et donc, ça rajoute un degré de complexité à, en fait, sa vision de la morale qui est de rendre heureux, en fait, des êtres conscients. Bah, on voit, en fait, qu'on a besoin de la science, ici, typiquement. Oui. Parce que la science nous explique qu'il y a 2 mois, qu'ils peuvent être en contradiction, en fait, sont le corrélés. concept de rendre heureux, il est pas si simple que ça, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, la conclusion qui est en gros le cœur du livre, là, parce qu'en gros, là, on a déterré tous les trucs, on les a mis au soleil, on a bien compris. Et donc, on peut tenter de résumer la thèse centrale du bouquin, maintenant qu'on a vu tout ça. Voilà, c'est que d'une part, bon, valeurs et morale dépendent de l'existence d'esprits conscients, hein, donc animaux, êtres humains, extraterrestres, voilà, pouvant ressentir un éventail de sensations qui vont du bien-être à l'horreur absolue. Donc voilà, les 2 extrêmes, quoi. Ces esprits conscients dont on parle, ainsi que les sensations qu'ils ressentent, tout ça est dicté et contraint par les lois de la nature. Donc, il doit, donc faut insister sur le doit, y avoir des réponses aux questions morales auxquelles la science peut répondre. D'accord ? Parce que les sensations des êtres conscients, c'est dicté par des lois de la nature, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc la science doit pouvoir répondre à ça. Deuxième point. Okay. Sur des sujets de morale, certaines personnes et certaines cultures auront raison, certaines personnes et certaines cultures auront tort. Voilà. Donc ça, c'est la thèse. Voilà, je pense qu'on a bien compris. Et pour finir... Mais du coup, enfin, je sais pas si c'est pertinent ce que je dis, mais enfin, si se base sur les sensations de bien... Oui, en fait, parce que là, on revient à son truc de ressenti et de souvenir. Il dit que si t'as une vision de la morale qui n'est pas basée sur des êtres conscients, c'est-à-dire, imagine, t'as un concept qui n'est pas basé sur des êtres conscients, il dit que c'est le truc le plus inintéressant de l'univers. Oui, non, mais c'est sûr, mais disons que c'est basé sur des êtres conscients, et disons que ta morale, elle doit servir à amener les sensations des êtres conscients vers ce qu'on appelle le bien-être, à l'opposition à l'horreur totale, là, ce qu'il disait. Mais du coup, genre, imagine qui sont dictées les sensations qui sont dictées par des lois physiques. Tu vois. Et imagine, tu vois, c'est comme dans le meilleur des mondes, tu vois, on crée une drogue qui ne réduit pas ton espérance de vie, qui est illimitée, et juste qui fait que t'es assis toute la journée et t'es dans un état d'extase totale. Ouais. Ok. Bah dans ce cas-là, enfin, selon sa thèse, ce serait souhaitable de faire ça, quoi. Bah en fait. Si tu veux, le livre, en fait, on n'a pas parlé du titre, mais il s'appelle The Moral Landscape. Donc, c'est le paysage de la morale en français. Ouais. Et en fait, si tu veux, dans le livre, voilà, il dit que la morale, et donc le bien-être, hein, ici, c'est comme un terrain vallonné. Donc, il y a des sommets locaux, des trous locaux. Quand on est en haut d'un sommet, il y a peut-être un autre sommet encore plus loin et plus haut, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en gros, la seule chose dont on est sûr dans le paysage de la morale, c'est qu'il y a une horreur absolue, tu vois, genre, je sais pas, t'es en train de brûler en enfer avec des mecs qui te violent et voilà, enfin, bref, toute la journée et tout le temps. Et tu peux imaginer, je sais pas, voilà. Tu crées des nouveaux anus pour voilà, c'est ça. Et tu peux, c'est pas mal. Et tu peux imaginer un espèce de sommet absolu où c'est l'extase et le bonheur total, mais voilà, c'est pas facile de le définir, mais tu peux l'imaginer, quoi, en tout cas, voilà. Et donc là, ce que tu décris, le truc de Aldous Huxley, là, c'est ça Ouais, dans le meilleur des mondes. Bah, après, le meilleur des mondes, ouais. Ouais, mais en gros, dans le meilleur des mondes, il y a une drogue, etc., mais c'est pas exactement le fait. Mais disons, imaginons un monde où on arrive à créer en abondance, sans polluer, un truc où juste tout le monde devient une sorte de légume, mais il est en extase totale, consciente, et il vit 100 ans.
Bah oui, mais tu vois. Genre, Donc, est-ce que c'est moral, ça, de faire ça? bah, en fait, ce qu'il va te dire, c'est que c'est mieux que l'enfer absolu. Tu vois ce que Oui. je veux dire? Donc déjà, il y a des réponses qui Ouais. sont évidentes, tu vois, ça c'est mieux. Ouais. Maintenant, est-ce que si tu le compares à un truc qui est à peu près dans la même veine, tu vois, ben c'est pas évident de dire. C'est juste ça qui va te dire. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que je pense Parce que que, la seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il y a, il y a des choses mieux que d'autres. Il y a des ouais. réponses moins cons que d'autres. C'est ce qu'on a vu au début avec les moustiques. Par contre, si tu me demandes, est-ce que le truc du meilleur des mondes, c'est mieux que notre vie qu'on vivrait maintenant en étant un peu heureux, tout ça? Ouais. Bah, je pense qu'il a pas la réponse, tu vois. Mais par Oui, je contre, vois. il a l'espoir qu'on peut se tourner vers le progrès scientifique pour essayer Ouais, d'accord. d'affiner notre réponse. Voilà. D'accord. Non, mais ça, effectivement, je suis d'accord avec ça sur le fait que de proche en proche, par comparaison, on peut être capable de dire ça, c'est un peu mieux que ça, et ça, c'est un peu mieux que ça, et ça, c'est un peu mieux que ça. Et du coup, s'approcher d'une forme de vérité. Mm. Mais par contre, effectivement, genre, si on se dit, OK, il faut essayer de maximiser enfin, de donner les meilleures sensations et le meilleur bien-être possible aux êtres conscients, euh, euh, il faut du coup s'atteler à définir beaucoup plus précisément qu'est-ce qu'on appelle bien-être. Ah oui, bien sûr. Euh, Tu vois, parce que en fait, c'est là où résident tous les pièges possibles, quoi. Genre, Bien sûr. est-ce que effectivement être un légume tout drogué tout le temps, est-ce que c'est un bien-être, tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que Et tu vois, c'est là où je me méfiais du truc basé sur des lois physiques, parce que c'est vrai, ouais. genre physiquement, notre cerveau, il y a Mm. des trucs chimiques qui font que si tu nous donnes un certain truc, on est heureux, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très physique, tu vois. Et du coup, est-ce que si on l'avait en abondance, bah, on répond aux lois de la physique, on est très heureux, est-ce que c'est moral, tu vois? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Mais c'est pour ça que là, quand on finit, c'était sur le moi ressenti et le Oui, moi souvenir. En oui, fait, c'est là où c'est c'est utile, très tu vois. intéressant parce que en fait, ça t'illustre vraiment de manière très concrète comment la science peut aider en fait à démêler ce genre de truc. Même si là, on a, enfin, Ouais, il y a pas il y a pas un mot final. ouais, Mais si tu veux, on pourrait penser que genre c'est le moi ressenti qui est important, tu vois. oui. Et en fait, Et en fait, on se rend compte que les gens en pratique, ils ont pas du tout envie de faire ça, tu vois. oui, C'est-à-dire que quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu as envie de faire, bah il fait ouais, bah non, je t'emmerde, j'ai pas envie de maximiser mon moi ressenti, j'ai envie de maximiser mon moi ouais, souvenir et je ouais. t'emmerde, tu vois. Bah, Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est vrai que cet exemple-là du légume drogué, ouais. ça te permet de beaucoup plus appréhender l'utilité du concept de pourquoi il a sorti le moi ressenti versus le moi souvenir. Tu Mm. vois, c'est en pensant à cet C'est exemple que je ça. me suis dit, et que ça me se dit, ah C'est ouais, en ça. fait, c'est pas con, son truc qu'il a déterré, tu vois. Ouais. Parce que effectivement, si tu prends que le moi ressenti, bah, du coup, tu mets Ouais. le gars légume et il est content, et tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et je crois Et, que Daniel Kahneman, si je dis pas de bêtises, au début, tu sais, il poussait pour dire, bah, c'est logique que c'est le moi ressenti qui compte, et genre, le moi souvenir, c'est con, tu vois. ouais, Et en fait, à force de voir des gens qui l'emmerdent et qui disent, bah, moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois, j'ai juste envie d'avoir un moi ressenti stylé, j'ai envie d'être content de ma vie, tout ça. Bah, à la oui, fin, genre, Daniel Kahneman, il a dit, un moi il a souvenir, fini tu veux dire. par lâcher ouais, c'est ça, Ouais, moi, souvenir. ouais, Il a fini par lâcher le steak et dire, bah, en fait, tu vois, si les gens, ils ont, ils sont pas d'accord, oui, qui qui je suis suis pour pour, dire que tu vois. Et donc, ouais, voilà. Et donc, on voit que finalement, par ce genre de travaux, en fait, on avance, en fait. ouais, ouais, Donc, voilà. Et donc ça, c'est sa thèse qui est assez intéressante. Je pense qu'on a bien compris. Et je pense qu'on peut finir le livre avec trois grandes critiques auxquelles il répond. Donc en fait, il finit le livre en disant, bah, je vois venir de loin trois grandes critiques. Voilà. Donc la première, c'est grande critique à son bouquin, c'est le problème de la valeur. Donc on va lui dire, il n'y a pas de base scientifique qui nous dit qu'on devrait accorder de la valeur au bien-être plutôt qu'à autre chose. Voilà, ça c'est la première critique. La deuxième critique, c'est le problème de la persuasion. Si quelqu'un s'en branle du bien-être des autres, il n'y a pas de moyen scientifique de démontrer qu'il a tort. Hein. Et le troisième problème, c'est le problème de la mesure. Il dit, on va le critiquer, on va dire, il est impossible de définir bien-être avec rigueur, même si, quand bien même, on était d'accord que c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est les trois grandes Mhm. critiques qu'on lui fait. Et il va adresser les trois critiques en une seule réponse. Il dit, bah, change le mot moral par le mot santé, et tout deviendra plus clair. Doit-on valoriser la santé? Devrait-on maximiser la santé pour tout le monde? La santé est une chose impossible à quantifier, donc ça sert à rien d'essayer de la maximiser comme ça. Donc, en effet, vu comme ça, voilà, il fait taire les critiques. Attends, c'est vrai. Et c'était quoi juste les deux premières critiques? Bah, on lui dit, Euh, il n'y a pas de base scientifique qui nous dit qu'on devrait accorder de la valeur au bien-être plutôt qu'à ah autre oui, chose. Ça, oui, c'est le d'accord. 1. Oui. Le 2, c'est bah, si on s'en branle, il n'y a pas de moyen scientifique de démontrer qu'on a tort. Et le 3, c'est on peut pas le définir avec rigueur. Et bah, si tu Oui. mets santé à la place,
Bah, doit-on valoriser la santé? Oui. Devrait-on maximiser la santé pour tout le monde? Oui. Et la santé est une chose importante impossible à quantifier, donc ça sert à rien d'essayer de la maximiser. Bah non, tu vois. Ouais. Et donc oui, vu comme ça, voilà, on comprend un peu plus ce qu'il veut dire. Voilà. Non, j'avoue, c'est cool. Mais j'avoue, tu vois, mais typiquement, tu vois, j'aurais bien aimé qu'elle nous explique, la meuf de la conférence du début, là, pourquoi elle lui répondait comme ça, tu vois. Genre, tu veux dire, ouais. Ouais. Bah, Parce ouais, que... c'est un peu curieux en effet. Enfin, c'est-à-dire que c'est le truc qui est choquant pour moi dans la conférence du début, c'est qu'en fait c'est quand même une meuf qui fait partie. Tu vois, on avait dit un conseil de bioéthique et les questions éthiques liées à la science. Et on voit que quelqu'un qui répond que c'est ok d'arracher les yeux du troisième nez, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est pas très lettré sur les questions morales, tu vois. Et, oui, mais après le truc c'est que, enfin, ça nous paraît comme ça, mais c'est parce qu'elle a, enfin, il y a peut-être des choses qu'on voit pas, tu vois, genre, bon bref, on va pas, mais tu vois, genre, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, genre là, toi, tu penses qu'elle aurait une super explication sur pourquoi? Bah, je sais pas si elle est super, mais en gros, genre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je vois pas dans le truc, tu vois. C'est ce qu'on appelle le relativisme moral, en fait. Je pense pas que ça aille beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est juste que c'est quelque chose qu'on voit, qui est l'opposé du dogmatisme à droite, hein, qu'on voit quand on va un peu à l'extrême de la gauche, qui est tout est équivalent de tout, quoi. Oui. En gros, tout autant que c'est la culture d'autrui, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, je pense que quand tu n'es pas forcément au fait un peu de certains principes philosophiques sur la morale, bah tu peux dire ce genre de truc. Enfin, ça me choque pas, quoi. Après, ce qui me choque, c'est que la meuf fasse partie du conseil de bioéthique. Ça, c'est autre chose. Okay. Non, c'est pas mal, mais franchement, c'est cool. Je pense que le sujet traité est vachement intéressant. Mais et t'as vu, ça complète, hein, ça complète The Righteous Mind. Ouais, ça complète vachement. Mais par contre, je trouve c'est compliqué à appréhender, je trouve. Genre, tu vois, il y a eu des bouquins qu'on a fait où à la sortie, je me suis dit, ah, ça, j'ai appris ça. Tu vois, je sentais j'avais eu l'impression d'avoir sécurisé un certain seuil de connaissances, tu vois. Ouais. Alors que là, à l'issue de ce bouquin, genre, je sais pas si j'ai sécurisé grand chose. Tu vois ce que je veux dire, genre. Bah en fait, le truc important. Si je vois ce que tu veux dire, mais en fait, le truc important à sécuriser, c'est que tu sais, il y a énormément de gens qui ont en tête la guillotine de Hume, c'est-à-dire que les principes moraux, c'est des axiomes. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très, 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 très répandu et qu'on te sort à chaque fois en disant, mais de toute façon, tu peux pas juger parce que c'est comme ça vient de Dieu, ça vient c'est pas scientifiquement démontré. Et en fait, là, ce que tu peux retenir de ce bouquin, pour moi, c'est que si tu te bases sur maximiser le bien-être des êtres conscients, en gros, en fait, la science peut avoir quelque chose à dire sur la morale. Et donc, la guillotine de Hume, tu peux finalement la remettre en question. Et toutes les petites anecdotes et toutes les petites expériences de pensée du bouquin, en fait, sont des aides, en fait, pour répondre aux gens qui pourraient te critiquer là-dessus, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est ça que tu peux en tirer. Hein. Non, c'est vrai, ouais, c'est intéressant. En gros, c'est de dire que tu peux avoir un débat sain sur les notions de morale et que tu peux essayer d'introduire un peu de scientifique et de rationalité sur des concepts qui, dans la culture populaire, sont censés échapper à l'analyse rigoureuse, à l'analyse scientifique, à la logique, sous prétexte de moralité ou de sentiment ou de je sais pas quoi. Et en fait, non, le postulat, c'est que tu peux mixer les deux et que du coup, en faisant ça, tu peux petit à petit avancer progresser en fait sur le sujet, quoi. C'est ça. Ok, donc voilà. Non, c'est cool. C'est cool. De Moral Landscape de Sam Harris. Ouais, non, mais merci. Et puis je trouve, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté les exemples un peu vénères qu'il prend. Enfin, ça a l'air d'être marrant, tu vois. Genre, il lâche pas le steak, quoi. Ouais, et puis ça donne, tu vois, tu sens que c'est pas la lecture aride où tu vas te faire chier, quoi. Non, c'est ça, et c'est vrai qu'il a cette démarche de toujours prendre un exemple extrême pour essayer de chercher le consensus, tu vois, de dire est-ce que ça, au moins là-dessus, on est d'accord. Oui. Et en gros, prendre des exemples extrêmes, ça permet d'ouvrir la porte sur certains trucs. Oui. Sauf avec la meuf qui dit que c'est ok d'arracher les yeux, mais c'est vrai que c'est pas mal parce que en fait ça peut paraître comme étant de la mauvaise foi, en mode pourquoi tu prends un exemple extrême, ça correspond pas du tout à ce que je suis en train de dire. Mais en fait non, c'est juste une manière de faire avancer la conversation en ayant un socle d'accord. Exactement. Donc en fait tu crantes un mini pourcentage d'accord. Et après, tu te dis de mini pourcentage en mini pourcentage, je vais aboutir. C'est ça. Mais des fois, le mec, il est pas d'accord dès le début, donc. Ouais, là, t'es pas bien. Là, t'es pas bien. Ça marche. Bon, on s'arrête là. Bien, allez. À plus. Ah, le bâtard.